Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 h. Bienvenue dans votre édition du soir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 6 octobre. Créer, entreprendre, réussir les jeunes djiboutiens au cœur des ICC. Les détails dans un instant. Israël et le Hamas, des négociations sous haute tension au Caire. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, l'Agence nationale de la promotion de la culture, en collaboration avec l'UNESCO et le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD a organisé ce matin aux Archives nationales un atelier de validation portant sur l'étude relative aux industries culturelles et créatives, ICC, et à l'emploi des jeunes. Cet événement avait pour objectif de présenter les résultats d'une étude stratégique visant à analyser le potentiel des ICC en tant que levier de développement économique et de création d'emplois pour la jeunesse djiboutienne. Il s'inscrit dans une dynamique collective visant à structurer le secteur culturel en renforcer son impact économique et social, ainsi que favoriser l'insertion professionnelle des jeunes dans ce domaine prometteur. L'ouverture officielle de l'atelier a été marquée par des interventions, notamment celle du ministre Ilyas Msedoualé, ministre de l'économie et des finances, Dr Hibo Moumen Assoui, ministre de la jeunesse et de la culture, et Mme Safia Mohamed Ali, secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé. L'événement a réuni donc des personnalités influentes, y compris la représentante résidente du PNUD à Djibouti, la chef d'antenne de l'UNESCO à Djibouti, ainsi que des experts, des acteurs du secteur culturel et des représentants d'institutions publiques et privées. Les discussions ont permis de valider les conclusions de l'étude qui met en lumière l'importance de structurer des filières culturelles comme la musique, le cinéma, l'artisanat, les arts visuels, le design et le patrimoine afin de les transformer en moteurs de croissance inclusive et durable. Toujours donc sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, la cérémonie de validation de l'étude sur les industries culturelles et créatives et leurs impacts sur l'emploi des jeunes s'est tenue ce matin aux Archives nationales. Cet événement a marqué une étape cruciale dans la reconnaissance du rôle stratégique des ICC dans le développement économique, social et culturel du pays. Le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des cultures a été chaleureusement accueilli par les officiels présents, renforçant ainsi l'importance de cette rencontre pour l'avenir du secteur culturel. L'atelier a débuté par une visite guidée des stands d'exposition présentant la diversité et la richesse des talents locaux dans des secteurs tels que l'artisanat, le design, la littérature, les arts numériques, la mode et bien d'autres. Ces stands ont illustré donc de manière concrète les résultats de l'étude en cours de validation mettant en avant le potentiel créatif de Djibouti. Les participants à l'atelier, comprenant des experts, des représentants institutionnels, des acteurs culturels et de jeunes entrepreneurs, ont échangé autour des conclusions de l'étude. Bienvenue à cet atelier national de restitution et de validation de l'étude sur l'emploi des jeunes et les industries culturelles et créatives menées depuis maintenant 3 mois, un peu plus de 3 mois. Nous sommes particulièrement reconnaissants de la présence de membres du gouvernement dont la participation témoigne du soutien constant du gouvernement à la jeunesse et à la culture comme levier de développement national. Je tiens également à exprimer toute notre gratitude à Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture pour sa vision et son engagement sans faille à faire de la culture un vecteur d'emploi, d'innovation et de cohésion sociale. 2 partenaires clés de ce projet, donc soulignent l'importance des ICC comme vecteur de développement durable. Écoutons les réactions de la chef d'antenne de l'UNESCO à Djibouti et de la représentante résidente du PNUD. C'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui au nom de l'UNESCO à l'occasion de cette restitution consacrée aux études, aux industries culturelles et créatives à Djibouti, un secteur à la croisée de la culture, de la jeunesse et de l'économie de demain. Je souhaite également adresser mes remerciements les plus sincères aux 2 experts qui nous ont accompagnés, M. Luc, que l'on vient d'entendre, Dr Amina évidemment,
pour la rigueur, la sensibilité et l'intelligence de leur travail. Leur analyse, ancrée dans les réalités du terrain, donne à ce rapport une portée qui dépasse le diagnostic et nous offre une véritable feuille de route. Depuis la réouverture de l'antenne de l'UNESCO à Djibouti en 2023, nous avons travaillé sans relâche aux côtés du ministère de la Jeunesse et de la Culture, de la NPC et de nombreux partenaires pour replacer la culture au cœur des politiques publiques. Cette action s'inscrit dans la vision que porte l'UNESCO depuis une quarantaine d'années. Avec la conférence mondiale culte organisée en 1982, l'organisation avait à l'époque souligné la place centrale de la culture dans le développement. C'est pour moi un grand plaisir de prendre la parole ce matin dans le cadre de cet atelier dédié aux industries culturelles et créatives et à leur rôle dans l'emploi des jeunes à Djibouti. Je remercie très sincèrement les ministères de la Jeunesse et de la Culture, l'UNESCO, l'Agence nationale pour la promotion de la culture et à tous les partenaires qui ont contribué à cette importante étude. Je remercie aussi l'agence INCOM qui nous a accompagnés dans l'organisation phénoménale de cet événement. Votre présence aujourd'hui, c'est autant plus significatif que les résultats que nous validons aujourd'hui montrent une réalité claire. Plus de 4000 personnes travaillent déjà dans les métiers créatifs et culturels à Djibouti. Et les jeunes et les femmes représentent la majorité de ces personnes. Cependant, ce nombre demeure modeste face au potentiel important de Djibouti. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a ouvert l'atelier en soulignant l'engagement de son département à structurer les industries culturelles et créatives. Nous l'écoutons. Vraiment une très grande fierté de prendre aujourd'hui la parole à l'occasion de cet atelier national de restitution et de validation de l'étude sur l'emploi de jeunes et les industries culturelles et créatives. Une étude conduite sous la coordination de l'Agence nationale pour la promotion de la culture avec l'appui conjoint de l'UNESCO et du PNUD. Une étude qui répond, je dirais, à une attente très forte. Et aujourd'hui, c'est chose faite, celle de mieux comprendre, structurer et valoriser un secteur au potentiel immense, mais encore sous-exploité à Djibouti. Elle met en lumière des sources de revenus durables, jusqu'ici peu documentées, et consolide le fait qu'on peut vivre de son art. Plus de 4200 Djiboutiens, dont plus de la moitié sont des femmes, vivent déjà de leur talent et de leur créativité dans les arts, la musique, la mode, l'artisanat, le livre, le cinéma et les multimédias. La mode, on en est fiers, et d'ailleurs je suis une des premières à soutenir en m'habillant exclusivement avec la marque Made in Djibouti. Ces femmes et ces hommes sont les visages vivants de notre diversité culturelle, de notre jeunesse et de notre potentiel de développement. En effet, les résultats de l'étude montrent que les ICC représentent 1,46% de la population active et constituent un levier essentiel pour la diversification économique, la création d'emplois et la cohésion sociale. Pour résorber le chômage de jeunes, c'est une solution, oui. Le développement de ces secteurs n'est plus une option, je dirais, c'est même une nécessité nationale. Et afin d'optimiser un écosystème déjà favorable de ces secteurs économiques, l'étude propose des pistes d'amélioration, comme la création d'un institut supérieur pour les volets formation, donc un institut supérieur des arts et métiers créatifs et culturels, comme la mise à disposition des financements, donc nous comptons beaucoup sur nos partenaires et sur le ministère de l'économie, la formation et l'incubation des jeunes talents, la reconnaissance juridique du statut de l'artiste, et celui sur lequel on a travaillé est en bonne route. Il va être bientôt étudié au Conseil des ministres et pouvoir aller à l'Assemblée, qu'il soit adopté. Les infrastructures, bien sûr, on en a absolument besoin, et bien sûr la modernisation du cadre de gouvernance culturelle. Présent à l'ouverture, le ministre de l'Économie et des Finances a salué cette initiative stratégique autour des ICC. On l'écoute. On a d'ores et déjà considéré comme un des sujets majeurs du futur plan national de développement qui doit
être présenté très bientôt. Et nous avons d'ores et déjà identifié quelques projets phares autour de ICC. Mais ce qui est encore plus important, c'est de construire d'abord une synergie et de construire l'écosystème de l'industrie culturelle et créative dans tous ces versants. Deux, je pense qu'il faut réfléchir autour de formation de nos jeunes, de nos artistes, de nos artisans, pour améliorer leurs performances et leur qualité artistique. Ils sont bons. Trois, il faut qu'on essaye de vendre davantage nos jeunes artistes à l'international et au niveau régional également. Et enfin, il faut bien sûr un minimum d'infrastructures. On voit que nos jeunes sœurs, je voyais tout à l'heure là, j'ai vu des objets extraordinaires. Tous les jours, en sortant dans un événement pareil, je découvre une touche djiboutienne avec vraiment de belles réalisations. Donc, il y a tant de choses autour de ce sujet. On est sur le bon chemin, Madame la Ministre, chers collègues, on est avec vous. On doit maintenant créer cette coalition pour soutenir les artistes, pas parce qu'on a besoin de soutenir nos semblables, nos compatriotes, mais c'est parce qu'on a également, on est dans l'obligation de créer des opportunités, et les opportunités sont extrêmement élevées ici dans ce secteur, tant en termes d'emploi, mais en termes de valeur ajoutée également dans notre structure. À présent, un communiqué du ministère des Affaires étrangères, la République de Djibouti réagit avec fermeté à l'attentat survenu en Somalie. Djibouti condamne avec la plus grande fermeté l'attentat terroriste qui a visé ce week-end le centre de détention de Godka Jilao à Mogadiscio. Le gouvernement djiboutien exprime sa profonde indignation face à cet acte barbare et adresse ses sincères condoléances aux familles endeuillées, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. En cette épreuve, Djibouti réaffirme son soutien indéfectible au peuple frère de Somalie ainsi qu'au gouvernement fédéral engagé dans une lutte déterminée contre le terrorisme en vue de rétablir la paix et la stabilité dans la région. Autre information, un important échange sur le rôle central de la famille dans l'éducation des enfants s'est tenu aujourd'hui au Sheraton Hotel, une initiative portée par la Direction de l'enseignement et de la réussite éducative en partenariat avec le ministère de la Femme et de la Famille et celui de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Autour de la table, plusieurs acteurs clés du monde éducatif et social, dont la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, le ministre de l'Éducation nationale, Mustafa Mohamed, ainsi que le président de l'école internationale, Ma'arif. L'objectif de cette rencontre, encourager une réflexion collective sur la complémentarité entre l'école et la famille, deux piliers indissociables dans le développement et l'épanouissement de l'enfant. Au cœur des discussions, la responsabilité partagée entre parents, enseignants et institutions, mais aussi les moyens de renforcer le dialogue de la coopération entre ces acteurs. Les ministres ont unanimement souligné que la réussite éducative passe par une implication active des familles. Ils ont plaidé pour un accompagnement parental adapté, un encadrement bienveillant et une collaboration étroite avec les établissements scolaires. De son côté, le président de l'école internationale Ma'arif a mis en lumière le rôle des établissements éducatifs dans la transmission des valeurs et la création d'environnements inclusifs propices à la réussite de tous les élèves. Et enfin, cette rencontre a été marquée par un échange direct avec la jeunesse. Elle s'inscrit dans une série d'initiatives visant à renforcer la cohésion sociale autour de la question éducative et à préparer les jeunes à devenir des citoyens engagés et conscients de l'importance du lien famille-école dans leur parcours. Celle que l'éducation est une mission humaine qui dépasse toutes les frontières. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 64 pays, avec plus de 6 000 établissements et plus de 70 000 élèves dans tous les continents. La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, a rappelé l'importance du rôle parental dans la construction de l'enfant. Nous l'écoutons.
C'est un pays qui a une population très jeune, à peu près 48,5% de la population est représentée par des jeunes de moins de 20 ans. On a un nombre important, un pourcentage important de jeunes de moins de 15 ans. On a une population qui est très jeune. Donc ça veut dire une population qui a besoin d'avoir une atmosphère et un environnement qui leur sert de repère et de base. Et ils ont besoin également d'accompagnement en même temps, surtout, et d'encadrement. Donc, vu qu'on me demande c'est quoi ce rôle de la famille dans l'éducation de l'enfant, je l'ai dit tantôt, c'est reconnaître d'abord que le rôle fondamental et irremplaçable de la famille, qui doit être une cellule de base pour la société. C'est également l'endroit ou l'institution qui prône la socialisation, qui prône la transmission des valeurs, qui soutient et qui présente des acquis de soutien mutuel dans le foyer. Et c'est également une institution qui signifie donc la résilience face aux aléas de la vie que peut rencontrer un individu, un enfant et après un adulte dans sa société. Et de son côté, le ministre de l'Éducation nationale a salué cette initiative de dialogue entre les acteurs éducatifs. Des élèves et bien sûr dépend bien sûr de la réaction et de l'intervention en première des parents, comme l'a très bien dit Madame la ministre, en disant que la famille c'est le lieu de sociabilité, le lieu, tout à l'heure disait également d'éducation, et donc la participation de la famille au sein de l'école est très importante. Maintenant, quelle est la part, la participation des familles dans nos écoles? Comme vous le savez très bien tous, vous avez été bien sûr à l'école, les instances existent. Nous avons un certain nombre d'instances qui permettent à ce que bien sûr les parents participent aux décisions, que ce soit au niveau stratégique, au niveau du ministère, que ce soit bien sûr au niveau de l'école. Par exemple, la participation des parents peut se faire sur 3 niveaux. Au niveau stratégique, puisque nous avons au niveau du ministère de l'Éducation nationale les conseils supérieurs de l'Éducation nationale. Et dans ces conseils supérieurs de l'Éducation nationale, où les grandes décisions sont prises, les parents sont bien sûr partie prenante, les associations des parents d'élèves. Puis, nous avons un niveau vraiment plus opérationnel et donc au niveau de l'école, nous avons également les associations des parents d'élèves, mais également nous avons le comité de gestion des établissements scolaires et également nous avons ce qu'on appelle les conseils pédagogiques. Les conseils pédagogiques est encore une instance plus opérationnelle qui permet aux parents bien sûr d'intervenir. Direction le Japon, où la République de Djibouti a marqué sa présence à l'exposition universelle d'Osaka en célébrant hier sa journée nationale sur l'île de Yumeshima, au cœur de cette grande messe mondiale placée sous le thème « Concevoir la société du futur pour nos vies » avec 165 pays et organisations internationales réunies. L'Expo Osaka 2025 est une vitrine pour promouvoir les atouts stratégiques, culturels et économiques de Djibouti. Le pavillon national, inauguré en avril dernier, illustre cette ambition à travers le slogan « Connecter des vies » en écho à l'identité géostratégique du pays, carrefour entre Afrique, péninsule arabique et Asie. La délégation officielle conduite par le ministre du Commerce, Mohamed Ouassama-Dirie, comprenait notamment l'ambassadeur de Djibouti au Japon, Ibrahim Beledou Ali, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar, ainsi que le commissaire général du pavillon, Ousmane Abdi Mohamed. Lors de la cérémonie, les représentants japonais, dont le ministre d'État à l'économie, ont salué la contribution active de Djibouti à la vision d'un avenir interconnecté et durable. Depuis son ouverture, le pavillon de Djibouti attire un public nombreux et met en avant sa connectivité portuaire et logistique, ses infrastructures modernes, son potentiel touristique et son engagement dans les énergies renouvelables et la transition numérique. La journée nationale a été marquée par un programme culturel riche, avec un concert de la chanteuse Nima Adalan, ambassadrice du patrimoine musical régional. Dans son mot de conclusion, l'ambassadeur Ibrahim Beledou Ali s'est réjoui
de l'intérêt grandissant du public japonais pour Djibouti et pour la région de l'Afrique de l'Est. Et en marge de l'événement, la délégation djiboutienne a visité le pavillon de la France dans une démarche de promotion économique et de renforcement des partenariats bilatéraux. À travers cette participation, Djibouti affirme son positionnement en tant que hub régional, pôle d'investissement et acteur engagé pour un avenir durable et solidaire. Dans son intervention, le commissaire général du pavillon de Djibouti est revenu sur les messages portés par cette participation et l'accueil réservé par le public. Participer de notre journée nationale djiboutienne aujourd'hui, c'est très super. Aussi, je vous remercie beaucoup de votre participation dans notre exposition universelle 2025 Osaka Kansai. Alors, à tout à l'heure, on a visité votre pavillon djiboutien. C'était très bien que j'ai bien compris que vous avez 3 communautés différentes. Maintenant, une diversité de communautés ensemble. C'est vraiment un ensemble de diversification aujourd'hui tout le monde. Aussi, pour le japonais et le Djibouti, c'est très important de site de la défense, la force de défense autonomie japonaise. Alors, donc, pour nous, c'est très important de site géographiquement sécurité. Alors, je vous souhaite une bonne continuation entre le Djibouti et le Japon. Écoutons à présent un extrait de l'intervention de l'ambassadeur de Djibouti au Japon. De m'avoir donné cette opportunité de dire un petit mot par rapport à la grande cérémonie qui a été organisée aujourd'hui pour la célébration de la journée nationale de Djibouti à Osaka dans le cadre de l'Expo qui était un succès complet. Donc je félicite toute l'équipe de l'organisation de Djibouti et du Japon. À cet égard, je remercie Monsieur le ministre du Commerce, son Excellence M. Mohamed Ouassama, qui a dirigé notre délégation. Et du côté japonais, nous nous félicitons de la présence de haut niveau du secrétaire d'État chargé auprès du cabinet du Premier ministre et chargé spécialement de l'Expo, qui était à nos côtés pendant toute la cérémonie de cette belle journée. Donc, au cours de cette journée, beaucoup d'échanges ont été évoqués, notamment la très bonne relation de coopération, les liens politiques multidimensionnels, notamment tous les domaines socio-économiques, la sécurité maritime et de bonnes perspectives pour les années qui viennent. Donc, en tant qu'ambassadeur de Djibouti au Japon, je ne peux dire que mon satisfaction totale. Et donc, encore une fois, merci à toute l'équipe qui est venue de Djibouti, y compris cette belle équipe de la couverture médiatique. Il ne faut pas que j'oublie aussi le public nombreux japonais qui est venu massivement participer à cette belle journée. Écoutons à présent un extrait du discours du ministre du Commerce. Depuis son ouverture le 13 avril 2025, cette exposition est devenue un lieu unique de rencontres et de dialogues. Des millions de visiteurs venus du monde entier s'y rassemblent pour découvrir des innovations et partager des idées autour du thème «
concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain. Ces messages résonnent particulièrement avec nous, car construire l'avenir, c'est bâtir des ponts entre les peuples, les cultures et les savoirs. Aujourd'hui, le 5 octobre 2025, Djibouti est mis à l'honneur. C'est une grande fierté pour notre pays. Au nom du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et du peuple djiboutien, je suis heureux de représenter notre nation à ce grand rendez-vous mondial. Je tiens à féliciter le gouvernement et le peuple japonais pour l'organisation remarquable de cette exposition et à les remercier pour leur accueil constant, pour leur soutien constant à la participation du Djibouti. Je souhaite également saluer le Japon et son peuple pour la paix, la stabilité et la prospérité qui ont su préserver pendant plus de 80 ans. Cette réussite historique est un exemple de résilience et d'engagement envers la construction d'une société sûre et prospère pour toutes les générations. L'Expo Osaka 2025 est une plateforme exceptionnelle pour promouvoir l'innovation, les dialogues interculturels et la coopération internationale. Elle constitue un véritable laboratoire vivant où visiteurs, chercheurs, entreprises et décideurs explorent ensemble des solutions aux défis d'aujourd'hui, santé, technologie, durabilité et résilience. La présence de Djibouti ici illustre également la solidité et la qualité de nos relations bilatérales avec le Japon. Depuis l'établissement de nos relations diplomatiques en 1978, nos deux pays ont construit une amitié forte et un partenariat durable. Le Japon demeure un partenaire fiable et engagé qui accompagne Djibouti dans sa quête de développement durable, de croissance économique et de stabilité régionale. Nous espérons que cette exposition favorisera le renforcement du lien économique, culturel et humain entre nos deux nations et ouvrira la voie à de nouvelles coopérations. Les défis globaux actuels, sécurité alimentaire, transition énergétique, innovation et adaptation climatique, nécessitent des réponses communes et des partenariats solides. Djibouti participe à cette exposition sous le thème « Connecter des vies », ce qui reflète parfaitement notre identité. Et dans l'actualité également, sous le patronage du ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, Moumen Hassan Balé s'est tenu ce matin à l'hôtel Aïla, l'atelier régional consacré au lancement du réseau des leaders religieux. Cette initiative pionnière vise à lutter contre les pratiques néfastes, notamment la mutilation génitale féminine, organisée par le ministère en partenariat avec le Bureau régional des États arabes, le Fonds des Nations Unies pour la population et le Centre islamique international d'études et de recherche sur la population de l'Université d'Al-Azhar. Cet atelier a réuni de hauts responsables du ministère ainsi que des délégations officielles venues de Somalie, d'Éthiopie, du Yémen, du Soudan, d'Égypte et du pays hôte Djibouti. Cette large participation reflète l'élan régional suscité par cette initiative commune. Le réseau constitue une plateforme régionale unifiée réunissant des érudits religieux et des leaders communautaires des pays mentionnés. Il est placé sous l'égide d'Al-Azhar et bénéficie du soutien actif de l'UNFPA. Cette rencontre régionale marque une étape déterminante pour l'échange d'expériences et de perspectives autour des meilleures stratégies visant à éradiquer cette pratique nocive. Elle a mis en lumière les graves conséquences sanitaires, psychologiques et sociales que la MGF engendre pour les filles et les sociétés dans leur ensemble. Il convient de souligner que la République de Djibouti a enregistré des avancées notables dans la lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes, donc notamment la MGF. Et à cette occasion, le ministre a exprimé l'honneur d'accueillir cette noble assemblée en soulignant l'importance cruciale de cette rencontre régionale destinée à la lutte contre les pratiques néfastes.
Nos sociétés, a-t-il dit, ont longtemps souffert de cette pratique qui n'a aucun fondement dans notre noble religion et qui porte atteinte à la santé, à la dignité et aux droits fondamentaux de nos filles. Le palais de justice a accueilli aujourd'hui une cérémonie solennelle de prestation de serment. 2 avocats et 3 inspecteurs d'État ont officiellement pris leurs fonctions devant plusieurs hauts responsables judiciaires et leurs familles. La cérémonie a été présidée par la première présidente de la Cour d'appel, Mme Anima Ali Warsame, en présence de la procureure générale, Mme Lamis Mohamed Saïd, et de l'inspecteur général de l'État, Hassan Issa Sultan. Les 2 nouveaux avocats, Isman Dahir El-Tre et Mohamed Ahmed Adlao, ont juré d'exercer leur métier avec dignité et loyauté conformément à la loi. Les 3 inspecteurs d'État, Deqa Dahir Oufene, Sagal Saïd Abdillahi et Abdisamed Mohamed Hussein, nommés en juillet dernier, se sont engagés à remplir leurs fonctions avec intégrité et impartialité, tout en respectant la confidentialité et la charte de leur institution. Cette cérémonie illustre la volonté des institutions djiboutiennes de renforcer la justice et le contrôle de l'action publique pour une meilleure gouvernance et plus de transparence. À Addis Abeba se tient actuellement la conférence africaine sur l'avenir de la technologie et de l'agriculture. Mohamed Agouita, directeur exécutif de l'IRPAD, a alerté sur les risques liés à la souveraineté des données africaines face à l'essor de l'intelligence artificielle. Il a dénoncé un colonialisme des données où des acteurs étrangers contrôlent des informations essentielles au développement du continent. La conférence, qui dure 3 jours, insiste sur la nécessité d'un cadre juridique renforcé pour protéger les intérêts africains. Direction Kinshasa, où se tient aujourd'hui la 47e Assemblée générale de la Confédération africaine de football, sous la présidence de Patrice Motsepe. Les représentants des 54 fédérations membres débattent de dossiers clés comme la formation, les infrastructures et le financement du football africain. Et sur le plan international, les négociations indirectes entre Israël et le Hamas ont débuté ce lundi au Caire sous médiation égyptienne et américaine. Elles visent un cessez-le-feu et un échange de prisonniers avec des propositions pour un retrait partiel israélien. Pendant ce temps, les raids israéliens sur Gaza se poursuivent, causant des milliers de victimes civiles et une crise humanitaire grave. La communauté internationale appelle à saisir cette opportunité pour sauver des vies et rétablir l'espoir. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.